Donc ce soir, je voudrais vous continuer cette histoire des collections que j'ai commencé lors du premier épisode. On avait, si vous vous rappelez, évoqué donc la première période du FRAC entre le moment de sa création, 1983, et 1990 à peu près, avec donc des expositions dans différents lieux de la région. Et j'aimerais ce soir donc détailler la période 1991-2000. Donc 91 correspond en fait au moment où le FRAC s'installe au coopérateur, un équipement qui comprend un stockage, des bureaux et des salles d'exposition dans les faubourgs de Limoges. À partir de cette base, le FRAC va présenter des expositions monographiques détaillées assorties de publications. Chaque démarche artistique est approfondie par l'exposition et enregistrée dans la collection sous forme d'ensemble monographique représentatif. Donc ce soir, on verra un certain nombre d'œuvres d'artistes tels que William Wegman, Boyd Webb, Richard Monnier, Lynn Cohen, Alan Ruppersberg, Douglas Hubler, Joachim Mogara, Robert Cumming, Bill Colbert, Stephen Pippin, John Currin, Joseph Grigely, Michel François. J'ai à peu près 25 artistes à vous présenter. Et ces ensembles monographiques concernant ces artistes, effectivement, vous allez le voir, ils peuvent être assez quantitatifs. Hein. Il y a des artistes pour lesquels il y a beaucoup d'œuvres dans les collections. Et puis d'autres fois, ils sont plus resserrés, mais finalement, malgré tout, très très représentatifs. Et je voudrais donc, par cette présentation, essayer peut-être de dégager certaines typologies, certaines familles artistiques. 1991, c'est l'ouverture des coopérateurs en octobre 1991, et pour cette ouverture, mon prédécesseur Frédéric Paul a programmé une exposition de William Wegman qui s'intitulait « L'œuvre fondamentale, photographie 1969-1975 ». Comme la dernière fois, j'ai pris la précaution pour chaque artiste de voir combien d'œuvres il pouvait y avoir dans les collections publiques nationales et combien le FRAC pouvait en posséder. Donc concernant Wegman, il y a 42 œuvres dans les collections publiques françaises, dont 17 au FRAC Limousin. Ça veut dire qu'on a quand même un très bel ensemble sur ces 42 œuvres. Wegman donc, est un artiste qui est né en 1943, qui a d'abord étudié la peinture avant de se tourner vers la vidéo, domaine où il fait figure de pionnier. Il pratique également la photographie, le dessin, l'édition et la performance. Il s'installe à New York dans les années 70 et il utilise la posture du photographe amateur pour jouer des scénettes et des tableaux vivants, quelquefois avec lui-même, quelquefois avec des proches, ses parents, voire même un sosie, et peu à peu, il utilisera systématiquement son chien, qui s'appelait Man Ray, qui deviendra son unique modèle. On pourrait dire qu'il actualise de la sorte une sorte de numéro de chien savant qui fait rapprocher son univers de celui de la télévision, du spectacle. C'est cette partie de son travail qui lui vaudra la notoriété, en particulier ses polaroïdes. Alors, dans la collection, je vais vous montrer seulement 3 images sur les 42, mais je vous en montrerai d'autres après, parce qu'il a eu une deuxième exposition personnelle. Donc ici, vous voyez, une petite image, une petite photographie, c'est Wegman lui-même qui se met en scène, et l'œuvre s'appelle Reading Two Books, 71. C'est assez drôle de penser que finalement, dès cette époque-là, avec un prétexte peut-être un peu humoristique, Wegman appuie sur la question de l'attention au fond, c'est-à-dire finalement lire 2 livres simultanément, c'est peut-être un petit peu la condition qu'on a aujourd'hui dans nos écrans, etc. Là c'est 73, donc une série de photographies où il a utilisé son chien, Man Ray, et qui s'appelle Ray O Vac, donc il crée une sorte de néologisme comme ça, et vous voyez, donc il le fait parcourir des boîtes et des boîtes de rangement comme ça, et le chien fait comme presque une sorte de petite narration, un petit numéro. Vous remarquez qu'en noir et blanc, évidemment la silhouette du chien apparaît d'autant plus, hein, et effectivement Wegman l'a toujours saisi lorsqu'il était à cheval sur 2 boîtes comme ça. Donc il y a presque quelque chose qui évoquerait les premières chronophotographies, les premières études de mouvement d'un Étienne Jules Marais et autres.
Et puis, ben, voilà, ces œuvres pour lesquelles il est le plus connu et pour lesquelles il a eu une grande notoriété, ben, ce sont les polaroïdes, des polaroïdes qu'il a travaillé dans les années 88 et 89 et qu'il a légendé, hein, je ne sais pas si vous apercevez en bas à droite de l'image. Donc voilà, ce modèle unique du chien un peu savant est déguisé ici, et puis ben, il y a deux assistants qui tiennent un petit peu les vêtements comme ça pour que la photo soit très bien. Donc ça fait évidemment penser à la fois à la photo publicitaire, la photo de mode, et puis aussi bien sûr un peu le carnaval, le déguisement. Une autre ici est très très belle aussi, date de 88 et s'appelle Balloon Dog. Donc là c'est le même chien mais cette fois-ci équipé de ballons de baudruche qui le font un petit peu ressembler à autre chose qu'un chien. Je ne m'aventurerai pas à dire quoi. Cette exposition donc fera l'objet d'un catalogue récapitulatif de tout ce travail photographique de Wegman. Et ce catalogue aura un très grand succès puisqu'il fera l'objet d'une réédition et que l'argent que le FRAC gagnera dans la vente de ce catalogue lui permettra d'acquérir de nouvelles œuvres de Wegman. Donc il va avoir droit à beaucoup d'expositions, mais aussi des couvertures de magazines importants aux États-Unis, des expositions au MoMA, au Met, au Centre Pompidou, et le FRAC donc lui consacrera deux expositions, la première en 91 et la seconde en 97. On en reparlera. Ensuite, toujours la même année, en fin d'année 91, de novembre et décembre, le FRAC présentera une exposition de Boyd Webb qui s'intitulera Photographie 1973-79. Boyd Webb a 17 œuvres dans les collections nationales, dont 3 dans les collections du FRAC. Boyd Webb est un artiste d'origine néo-zélandaise, né en 1947 et qui est venu à Londres en 1972 pour étudier au Royal College of Art, où il a étudié entre 1972 et 1975. Il a d'abord été sculpteur dans le contexte de ce qu'on a appelé à l'époque la nouvelle sculpture anglaise, qui est sortie à la fin des années 70, au début des années 80, au moment du retour de la figuration en peinture dans beaucoup d'endroits, à New York, à Paris, en Allemagne. Les Anglais se sont plutôt focalisés sur la sculpture, avec des artistes comme Tony Cragg, qui est aujourd'hui une très grande vedette, ou Richard Deacon ou d'autres. Et puis Webb décide, lui, d'arrêter la sculpture et de se tourner vers la photographie. Il devient vite très connu à cette époque pour ses tableaux photographiques mis en scène, ce que les anglo-saxons nomment la staged photography, sorte de vue de l'esprit. L'œuvre de 1977 est basée qui s'appelle donc Prehensile Torpor, est basée sur 2 images en forme de livre ouvert qui résument une narration ou une sorte de moment un peu suspendu, en montrant une scène domestique qui semble d'abord vue sous 2 angles différents, comme une amorce de film. En réalité, quand on détaille un peu plus l'image, on se rend compte que ce n'est pas vraiment 2 vues du même événement, mais c'est 2 événements très proches, mais cependant un petit peu distincts. Il y a évidemment, je ne l'ai pas dit pour Wegman, mais je peux le dire à nouveau pour Webb, il y a une vraie dimension humoristique. Là, on pourrait dire, est-ce que c'est de l'humour anglais? Peut-être un peu néo-zélandais. Et voici une œuvre de 1989 qui s'appelle Clone, où l'artiste utilise des éléments en plastique, des sortes de jouets d'enfants, et puis des éléments qui s'affirment comme un décor factice, presque enfantin, pour aborder, malgré tout, un sujet assez grave, assez important, qui est celui du clonage. Et la troisième œuvre que nous possédons de Boyd Webb est un film d'animation en pâte à modeler, qui s'appelle A Love Story et qui a été réalisé pour une exposition qui a eu lieu à Londres, à la Hayward Gallery, en 1996, pour le centenaire de la naissance du cinéma. Ici, donc, l'artiste a travaillé avec les techniques dites de clay motion, donc je dis pâte à modeler, en fait, c'est plutôt de la terre, mais c'est une terre molle comme ça, et effectivement, c'est un travail image par image. L'argument du film, se situe dans une salle de cinéma qui devient un petit peu le décor d'un film, et le film raconte une histoire d'amour un peu dramatisée, un peu dramatique, entre 2 grains de maïs qui sont tombés d'un pot de pop-corn.
et qui menace d'être avalé par l'aspirateur de la femme de ménage. Ensuite, il y a eu une exposition pour laquelle je ne vous montre pas d'image, qui était celle consacrée à François Rigui, dont nous conservons 2 œuvres. Rigui, c'est un artiste qui est né à Lyon et qui est à la fois plasticien, mais surtout éditeur, et qui est installé dans le Berry depuis 1975. Donc c'est quelqu'un qui conçoit, imprime, grave et parfois écrit des livres uniques ou à tirage limité. Mais je voudrais passer directement à Richard Monnier, qui est un artiste qui a eu aussi beaucoup d'œuvres dans nos collections. Il y a 38 œuvres de Richard Monnier dans 10 collections en France, et nous en avons 21. Ce qui fait que, évidemment, nous avons la plus belle collection de Richard Monnier en France. Et je vais vous en présenter un peu plus d'une dizaine. Monnier, il est né en 1951. Il vit et travaille à côté de Grenoble, à Fontaine précisément. Il a longtemps enseigné, il n'enseigne plus, à l'école d'art d'Annecy. Il a commencé ses recherches dans les années 70, dans un contexte qui était celui plutôt de la déconstruction de l'art. Je vous rappelle, la dernière fois, je vous ai un peu parlé plus en détail de support surface, concernait bien sûr la peinture, mais aussi la sculpture. Et il a commencé ses recherches dans cette mouvance qu'on a appelée le process art. Donc, un art intéressé plutôt par l'expérience que le résultat, c'est-à-dire le trajet, voilà. Sur le site Documents d'artistes Rhône-Alpes, l'artiste est présenté selon 5 rubriques. Et c'est très intéressant de souligner ça, puisque dans ces rubriques, on trouve sculpture, dessin, informatique, photographie et texte. Et les 5 rubriques sont aussi nourries les unes que les autres. Il a aussi, j'ai oublié de le dire, 2 œuvres dans les collections de l'Artothèque. Richard Monnier est un chercheur qui expérimente sans cesse avec des matériaux différents. L'exemple de cette sculpture qui date de 1986, qui s'appelle Forme extraite, il s'agit en fait d'un tube PVC qui a été découpé selon un angle extrêmement aigu, à la limite de la possibilité technique d'exécution. C'est vraiment pas simple du tout de tailler un tube en plastique, en PVC, et pour obtenir cette forme. Voici une autre œuvre de 1989 qui s'appelle Arc. En fait, c'est un élément d'un ensemble de 2 où l'artiste a essayé de faire une figure à la surface de l'eau avec de la mousse expansive. Donc, comment finalement, à un moment donné, essayer de fabriquer quelque chose en terrain vraiment instable, avec un matériau pas très stable non plus. Donc, on repère un petit peu cette surface qui, finalement, en contact avec l'eau, a pu produire cette forme, mais ça reste vraiment des choses tout à fait aléatoires et presque hypothétiques. Il a eu aussi fait beaucoup d'expériences en matière de photographie, en revenant à certains fondamentaux de la photographie. Par exemple, ici, il utilise le sténopé et plusieurs expositions pour enregistrer le point du jour, enfin l'aube qui naît derrière les montagnes. Donc, il reprend, en ne bougeant pas son appareil photographique, plusieurs photographies. Il superpose des expositions à plusieurs jours de distance pour obtenir ce résultat. Donc, une sorte de comme s'il y avait plusieurs soleils qui se levaient en même temps devant la montagne. Ici, une autre expérience qui date de 1988, qui s'appelle Sens unique, et là encore, c'est un principe de double exposition à 2 moments précis, selon le même cadrage. Donc, il y a une voiture qui est arrivée, dont on voit les phares, et quand elle est passée hors champ, elle a freiné, donc la lumière rouge est apparue. Alors, donc, c'est vraiment un trajet dans l'espace, comme ça, qui est enregistré de manière technique. Je précise, parce que c'est très important aussi, c'est une œuvre unique, c'est-à-dire qu'à la différence de beaucoup de ce qui est pratiqué habituellement dans la photographie, où les tirages sont réalisés à plusieurs exemplaires, Monnier ne fait en général qu'un seul tirage de ses recherches photographiques. Ici, de 1991, voici Ma voisine, tirage unique également, acheté au moment de l'exposition. Et ici, donc, là, il y a un tour de passe-passe un petit peu, il y a une sorte d'illusion photographique, puisque ce qui ressemble à une sorte de planète qui pourrait peut-être être la Terre, ou
flotte comme ça dans un espace noir. Ben, en réalité, c'est pas du tout ça, c'est une photographie prise du ciel, prise à travers un judas de porte. Donc c'est en fait le ciel qui est convexe, qui apparaît convexe à cause de l'optique qu'a utilisé Monnier. Ici, une autre sculpture de la même époque, 1991, qui s'intitule La colonne sans moyens, et qui est entièrement réalisée en grillage torsadé. Donc, on comprend là bien sûr le principe. La photographie permet d'un peu donner l'idée de ce que c'est. Donc, finalement, cette colonne sans moyens, c'est juste la partie centrale qui émerge comme ça, voilà, mais qui finalement est réduite à une expression vraiment très 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 simple, pour ne pas dire simpliste. Et finalement, c'est le socle ou quelque chose qui ressemble à un socle comme ça, qui permet à la chose de tenir debout, mais elle est évidemment à la limite de l'écroulement, de l'effondrement. Et Monnier donc avait eu pas mal d'œuvres acquises à ce moment-là, et effectivement d'autres œuvres ont pu être acquises ensuite. Cette œuvre, par exemple ici, a été acquise en 1996. Elle s'intitule « Je vous dois la vérité, : tout votre blanc est en couleur ». Et c'est donc un moniteur de télévision recouvert de demi-billes de verre. Chaque bille de verre a été sciée par la moitié et a été collée sur la surface de l'écran. Le principe de cette œuvre, c'est de toucher la télévision et de diffuser un programme lambda du moment, France 3, ce qu'on veut. C'est pas préenregistré, c'est la télévision qui passe et qui est un peu comme ça filtrée, presque codée comme Canal+ quand on n'a pas le décodeur, quoi. Ça fait un petit peu penser à ça. Ici, donc, une œuvre acquise en 2000. Là, pour le coup, ça a été acheté un petit peu après. Mais c'est aussi une œuvre très intéressante qui s'appelle D numéro 4 et qui a été réalisée donc avec des ballons de basket qui ont été découpés, un peu comme les billes de verre de tout à l'heure, et résinés. Et ensuite, chaque élément a été raccordé aux autres par des tiges en fer à béton, et l'ensemble a été peint. Ce qui fait que tous les liens entre les différents points du dé sont manifestes et sont précis, comme si finalement le sculpteur nous invitait à voir à l'intérieur même du dé, donc à essayer de comprendre les liens qu'il peut y avoir entre les différents nombres qui s'affichent sur les faces du dé habituellement, et bien sûr qu'on ne voit pas. Donc, je ne veux pas dire que le mystère est résolu, loin de là, mais finalement on a une approche tout d'un coup de cet objet, lié au hasard, lié au jeu, etc., qui est finalement assez différente. Encore un autre achat de Monnier qui s'est prolongé, hein, c'est un artiste avec lequel on a continué à travailler. Donc ici, une œuvre de 1999, qui est une photographie marouflée sur aluminium. Donc vous voyez, elle n'est pas très haute, 20 cm, mais elle fait 1,50 m de long. Et ce qui semble être une montagne en négatif est en réalité la photographie d'une tache d'humidité qui a envahi un mur. Voilà, juste en la cadrant et en la tirant de cette façon, il y a évidemment un trouble, une évocation, bien sûr, d'une chaîne de montagne. Et puis ici, j'ai parlé tout à l'heure de la rubrique informatique. Voici une des œuvres de cette famille-là, qui s'appelle Dégradé, et qui consiste en une rétroprojection d'images numériques générées par un programme informatique où l'artiste a installé une sorte de défaut qui fait qu'il y a une dimension aléatoire et on ne sait absolument pas ce qui va se produire. Il y a des sortes de mouvements de couleurs, comme ça, plus ou moins réguliers. Enfin, c'est totalement imprévisible quant au résultat. Et puis en 2004, cet artiste nous a donné aussi 2 sous-bois, comme ceci, qui sont des travaux à l'acrylique sur bois, où il essaie de comprendre l'organisation de la forme par rapport à 2 sources lumineuses. Hein, comment 2 sources lumineuses peuvent tout d'un coup, en se mêlant, fabriquer des formes. Il s'est inspiré pour faire ses recherches de la vision de la lumière passant à travers les feuillages d'un arbre. Hein, c'est-à-dire en plein été, sous un arbre, la lumière passe à travers les feuillages et fabrique des formes au sol, mais qui sont un petit peu mouvantes, qui sont pas stables, parce qu'il y a du vent, parce qu'il y a de l'air, enfin, etc., parce que le soleil bouge. Donc c'est cette sensation-là qu'il a voulu essayer de reprendre. Et puis, j'ai parlé aussi de ses écrits, de ses textes. Il a régulièrement publié des textes
où il fait souvent des parallèles entre des inventions techniques d'une certaine époque et des phénomènes culturels contemporains. Une sorte de rapprochement comme ça entre la technique et l'art. Ensuite, Lynn Cohen, une artiste canadienne née aux États-Unis en 1943, mais qui s'est installée au Canada en 1973, après avoir séjourné brièvement à Londres. Elle a d'abord suivi des cours de gravure et de sculpture et s'intéresse à l'époque autant au pop art qu'à l'arte povera. On va dire que c'est quand même deux tendances assez différentes, pour ne pas dire opposées. Et dans les années 70, elle abandonne la sculpture pour la photographie, d'abord en noir et blanc jusqu'en 99, puis en couleur. Il y a 44 œuvres de Lynn Cohen dans 11 collections en France et le FRAC en possède 5. Donc 2 œuvres en noir et blanc des années 89 et 3 un peu plus récentes des années 92. Elle capture des lieux publics ou semi-publics, des laboratoires, des stations thermales, des usines, des bureaux, des salles d'attente. La présence humaine est suggérée mais jamais montrée. Elle s'intéresse à l'ambiguïté des lieux et montre que les choses ne sont pas exactement ce qu'elles paraissent être. Cadrage rigoureux, lumière qui met en relief les matières et les couleurs. Le travail de Lynn Cohen est fait en argentique à la chambre photographique avec un très petit obturateur qui nécessite un temps de pause long entre une demi-journée et une journée complète. Elle est décédée en 2014 à Montréal. Donc ici, un auditorium pour les mesures d'urgence. Je ne sais pas si vous voyez vraiment les détails, sans doute pas. Évidemment, ça ne remplace pas l'œuvre en vrai. Et ici, une installation militaire qui date donc de 92, oui c'est ça, qui a été achetée en 95. À partir d'un certain moment, elle va donc travailler à la présentation de ces photographies en travaillant les cadres de manière très précise. Donc il y a vraiment un soin presque maniaque à choisir la bonne couleur du cadre par rapport à l'image qui est toujours en noir et blanc à cette époque-là. Ensuite, nous sommes en décembre 92 et une exposition qui va démarrer et qui va aller jusqu'à mars de l'année suivante, en 93, une exposition de Douglas Hubler, qui s'appelait à l'époque une rétrospective en abrégé. Il y a 12 œuvres de Hubler dans 5 collections en France, et il y en a 3 au FRAC. Donc ça c'est aussi plutôt pas mal. Et qui plus est, les 3 œuvres qui sont dans les collections du FRAC correspondent aux 3 types d'œuvres qui ont été produites par l'artiste. Des œuvres de localisation, des œuvres de durée et des œuvres variables. On verra les 3. Il est né en 1924 dans le Michigan et il est mort en 1997 dans le Massachusetts. C'est un des fondateurs et le plus âgé, c'est important de le dire, de l'art conceptuel, avec Kossuth, Barry et Wiener. Je dis c'est important de dire qu'il est plus âgé parce qu'effectivement, il a pu peut-être amener dans l'art conceptuel une dimension, j'allais dire, humoristique. Je ne sais pas si c'est vraiment le mot qui convient, mais disons une petite distance par rapport à ses collègues un petit peu plus jeunes. Ce qui a fait probablement la notoriété de Douglas Hubler, c'est le fait qu'il ait enseigné pendant de nombreuses années à CalArts à Los Angeles, et que finalement, ce sont ses anciens étudiants qui sont devenus connus et qui l'ont rendu connu aussi. Je pense notamment à Mike Kelley, qui a été un de ses étudiants et qui est devenu une très très grande vedette à cette époque-là, un peu après. Il cherche toujours à tester les limites du phototexte et à montrer les difficultés à capter le réel. Donc cette première œuvre, Location Piece No. 17, Turin, Italie, a été réalisée en décembre 1973. C'est un ensemble de 4 photographies, plus un texte dactylographié dans la partie en bas à droite, et un plan, un détail de plan de la ville de Turin. Voici ce que précise l'artiste. Le 17 mars 1973, l'artiste sélectionna puis photographia un endroit se trouvant à quelques distances de la Piazza Vittorio Veneto, où il se trouvait. Il voulait voir ce qui se passait de l'autre côté du fleuve, en l'occurrence le Pô, en ce lieu qu'il n'avait jamais vu et qu'il n'aurait jamais l'occasion de retourner voir.
L'artiste marcha jusqu'à l'endroit visé, une photo fut prise et il s'en retourna immédiatement. De retour aux États-Unis, il découvrit en développant le film qu'au moment de prendre le cliché, un homme le regardait en face et que cet homme présentait une singulière ressemblance avec lui. Personne d'autre au monde ne pouvait même lui ressembler à ce point. 5 photos se joignent à la présente déclaration pour constituer la forme, entre guillemets, de cette œuvre. Décembre 1973. On va dire que c'est quelque chose qui ressemble donc à une sorte de concours de circonstances qui est comme ça un petit peu objectivé ou qu'il tente d'objectiver. Voici une autre œuvre de durée, celle-ci, Duration Piece No. 31, Boston, toujours en la même année. Voilà ce que précise l'artiste. Le 31 décembre 1973, une jeune femme a été photographiée 1/8 de seconde exactement avant minuit. Attendu que l'obturateur de l'appareil était réglé à 1/4 de seconde, l'image était complètement exposée 1/8 de seconde après minuit, c'est-à-dire juste après l'écoulement du premier 8e de seconde de l'année 1974. Le personnage photographié étant tourné vers le sud, la partie gauche de son corps était orientée à l'ouest. Le temps se déplaçant de l'est vers l'ouest, la photographie représente la jeune femme à un instant où, approximativement, la moitié de son corps se trouve dans l'année révolue, 1973, tandis que l'autre moitié est entrée dans la nouvelle année, 1974. Conformément à l'esprit de saison, elle porte le costume du petit Jésus. Photo et déclaration constituent la forme, entre guillemets, de cette œuvre, janvier 1974. Ce que je vous ai lu et traduit, c'est le texte qui se trouve en bas de l'image. Donc on a vu les œuvres de localisation, une œuvre de durée, et voici ce qui rentre ni dans l'un ni dans l'autre, et que par défaut, du coup, l'artiste appelle variable. Donc ici, c'est Variable Piece No. 70 in Process, et puis il y a un sous-titre, Global Crocodile Tears to Eric Lord. Alors là, c'est encore un peu plus compliqué, c'est une sorte de fiction qui faisait partie d'un projet un petit peu utopique et irréalisable qu'avait énoncé Hubler, à savoir documenter photographiquement l'existence de tout être vivant. Et voici le texte, les légendes qui sont sous les 4 images. Arthur Lord vivait confortablement en tant qu'illustrateur médical. Il reçut une formation artistique durant la Dépression, à une époque où les jeunes artistes n'osaient espérer devenir des artistes à succès. Quand Arthur reconnut un talent exceptionnel en son jeune fils, il consacra tous ses loisirs au développement des dons considérables du garçon. Ci-dessus, donc dans cette première image à gauche, au moins une personne qui dépense tout son argent pour la nourriture. Il lui inculqua la perspective, l'anatomie, le clair-obscur, le rendu du paysage, tout. Quand Eric eut 12 ans, tout le monde le considérait comme plus avancé que Picasso au même âge. À 20 ans, il avait toutefois atteint ses limites. Les belles illusions s'effondrèrent, qui sait pourquoi. Trop de temps passé à développer son habileté technique, pas assez de maturité intellectuelle, n'importe. Il manquait d'imagination, d'idées, de je ne sais quoi qui fait le génie. Représente ci-dessus au moins une personne qui a toujours son mot à dire. Eric négligea ses critiques et fit néanmoins son chemin dans le domaine artistique. Aujourd'hui, il partage sa vie entre sa carrière d'illustrateur adulé et ses responsabilités de directeur de la chaire de dessin à la Baker School of Design. Les leçons mensuelles du grand correcteur, entre guillemets, puisque c'est ainsi qu'il appelle affectueusement ses étudiants, sont très populaires. Elles s'appuient sur les travaux d'artistes célèbres présentant des erreurs dans la perspective, l'anatomie, la couleur, la composition, etc. Personne n'échappe à l'acuité de son œil d'expert. Après avoir fait remarquer les erreurs des grands maîtres, Eric Lord présente ses propositions de correction. Les étudiants apprécient. Ils pensent que c'est un excellent moyen d'apprendre et drôle avec ça. Donc là encore, il y a quand même un peu d'humour, un peu de spéculation comme ça, détaillée. Alors évidemment, ce sont des œuvres qui doivent être vues et lues, mais qui sont aussi très intéressantes lorsqu'elles sont imprimées dans des livres. Enfin, finalement, il y a un rapport à la lecture qui est peut-être plus adapté avec le livre, entre guillemets. Donc c'est vraiment un artiste très important pour le FRAC Limousin, puisque c'est vraiment une personnalité tout à fait singulière, même dans le mouvement conceptuel, il a vraiment une place à part, et puis surtout, il a très vite,
il a très vite dérivé, et il a eu une très très grande importance pour ses étudiants, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, Joachim Mogara, qui aura une exposition personnelle au Coopérateur durant l'été 93. Mogara est né en 54 en Espagne et il vit à Montpérou, dans le sud de la France. Il y a 124 œuvres de Mogara dans 15 collections publiques françaises, dont 5 au FRAC. Alors là encore, c'est des systèmes de comptage qui ne sont pas tout à fait logiques, puisque par exemple cette œuvre dont je vous montre un détail est en réalité un ensemble de 7 photographies, mais qui n'est compté que pour une œuvre. Alors qu'il y a des tas d'autres fois, on en compte 7, enfin voilà, les chiffres peuvent quelquefois un petit peu mentir. Mais je vais vous montrer 4 images. Cet achat en 93 de cette série de 7 photos sans titre, mais qui sont précisément légendées. Donc il y a 7 séquences comme ça où Mogara, qu'on aperçoit à l'arrière-plan avec sa paire de moustaches, hein, vous voyez le passager de l'hypothétique véhicule qu'on voit dans la partie gauche de la photo, qui est un peu derrière avec ses moustaches, c'est Mogara. Et donc il a dû demander à sa tante, à son oncle, à ses voisins, enfin, de l'aider. Et donc c'est une série de 7 photos en noir et blanc, où finalement ils jouent un peu comme des enfants à raconter une histoire, mais des grands enfants en quelque sorte. Je vous donne juste le titre de la série. J'adore faire de la mobilette, c'est le premier. Je dépasse ma cousine, elle a peur dans les virages. Il y a un cheval au bord de la route. Un groupe de cavaliers passe, une voiture, et puis la dernière qu'on voit ici à l'écran, je la dépasse car je suis pressé. Il faut savoir qu'en 91, Mogara avait fait l'objet d'une exposition produite par le FRAC à Tulle, et donc c'est quelqu'un qui avait déjà un petit peu cheminé avec le FRAC. Il s'est fait vraiment connaître pour ses photos de mise en scène d'objets tout à fait triviaux, et en général sur le sol de sa cuisine, de sa salle à manger, dans sa maison. Et je me rappelle avoir lu en fait l'origine de ce travail, qui était en fait un voyage qu'il avait fait au Maroc ou en Afrique du Nord. Et il avait fait plein de photos, puis il s'est rendu compte en rentrant qu'il avait oublié de mettre la pellicule dans l'appareil. Donc il a décidé de refaire de mémoire les photos qu'il avait loupées, quoi, en fait. Hein. C'est comme ça que le travail a démarré. Et du coup, effectivement, il a notamment revisité beaucoup l'histoire de la sculpture, à partir de légendes, enfin d'images qu'il trouvait dans les livres d'histoire de l'art. Donc il a refait la spirale Getty de Robert Smithson sous la forme d'une peau d'orange découpée, ou bien avec des morceaux de sucre, des photos, des sculptures minimales en sucre, des choses comme ça, enfin bon, des choses très 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 basiques comme ça. Et puis ensuite, son travail a un petit peu évolué, avec un peu de succès aussi, et donc il a commencé à tirer des grands formats avec la technique dite du scanachrome. Donc le scanachrome, c'est une impression photographique directement sur la toile, qui a été mise en place dans les début des années 80, mais qui a commencé à être un petit peu plus utilisée par les artistes un peu plus tard. Et voilà un exemple, donc Santi 1991, vous voyez le format quand même, 1,70 m par 2,50 m de long, c'est quand même un grand format. Et effectivement, donc c'est une photographie d'une ampoule allumée. Et puis ensuite, donc en 1996, dans ces années-là, il va se servir de l'agrandissement photographique, toujours, mais pour agrandir des dessins qu'il fait lui. Donc bon, visiblement, il n'est pas très doué pour le dessin, enfin c'est un dessin quand même un petit peu maladroit, un peu bon, agrandi. Et en fait, cette série, dont nous avons 2 œuvres, correspond à des lectures. C'est un grand lecteur, Mogara, donc c'est des livres qui l'ont beaucoup marqué. Donc ici, La montagne magique d'après Thomas Mann. Vous voyez, c'est quand même des beaux formats, 1,50 m sur 1 m, et ce sont aussi des tirages uniques. Et puis ici, Le lotissement du ciel d'après Sandras. Même principe, hein, dessin agrandi et légendé. Alors, un petit mot quand même sur Florence Paradise, qui n'a pas eu d'exposition au Coopérateur, mais qui a eu une exposition à Brive, à la Chapelle Saint-Libéral à ce moment-là. Donc c'est une artiste née en 64, qui vit à Paris, photographe,
fait aussi un peu des collages, mais surtout des photographies. Et il y a 41 œuvres de Florence Paradise dans 9 collections publiques françaises, et donc 5 au FRAC, 4 de 92 et une de 1994. Paradise se distingue dans le domaine de la photo par ses rigoureuses mises en scène inspirées de son observation de la vie quotidienne. Des tirages en grand format et en couleur qui montrent des personnes proches, qui posent pour des scènes de la vie quotidienne sans qualité dramatique particulière. Elles astiquent, elles mangent, elles jardinent dans des décors domestiques. J'ai trouvé cette phrase que je trouve assez juste. Les arrêts sur image de Florence Paradise figent de manière artificielle et même énigmatique ces acteurs absorbés à réinterpréter des faits ou des gestes ordinaires de leur existence. C'est une œuvre qu'on n'avait peut-être pas montrée, mais elle appartient à une série dont on avait montré quelques items à l'Aborie. Vous vous en rappelez peut-être. Donc ça, c'est une série qui a été faite à l'époque à côté de Périgueux en 90. Et puis ici en 94, donc là aussi on voit bien le travail de mise en scène et de, j'allais presque dire, de spectacularisation de l'ordinaire. Enfin, c'est-à-dire finalement une femme enceinte, personnage de la photo, qui regarde son échographie sur le téléviseur, et puis derrière on a la fenêtre et le paysage, presque en noir et blanc aussi. Enfin, on a vraiment l'impression d'une circulation d'images à l'intérieur de cette image, et quelque chose qui est familier, mais presque un petit peu fantastique aussi, enfin à la limite, quoi. Et ensuite, on aborde Claude Kloski, qui est un artiste né en 1963. Il y a 345 œuvres de Kloski dans 20 collections nationales françaises. Je précise, il y en a 210 au CNAP. Et dans la collection du FRAC, il y a 42 œuvres avec des achats qui sont déroulés à partir de 91, 92, 94. Donc je vais vous montrer 6 images de dessins et des collages. Donc Kloski, c'est quelqu'un qui a fait l'école des arts décoratifs et puis qui a rejoint au sortir de l'école un collectif parisien dont j'ai déjà dû vous parler, qui était celui des frères Ripoulin, auquel appartenait aussi Pierre Huyghe, par exemple, très connu aujourd'hui, qui avait un pseudo à l'époque, et Nina Childress, qu'on connaît bien aussi. Donc c'était un collectif qui est apparu donc au début des années 80 dans ce contexte dont j'ai parlé à nouveau tout à l'heure, c'est-à-dire celui du retour de la figuration en peinture, du graffiti aux États-Unis avec des gens comme Kissarine, Basquiat, etc. Donc il a agi dans ce collectif pendant quelques temps, et puis ensuite il s'est détaché de ça, et il a commencé une recherche, elle aussi liée à la vie quotidienne, une recherche parfois laborieuse et souvent proche du désœuvrement. Alors, quelques dessins. Donc ici, stylo bille rouge sur papier, 30 par 24, et ça s'appelle juste une rougeur. Donc le dessin, vous le voyez, est aussi légendé. Hein. Une rougeur est écrite en bas du dessin en rouge. Là, vous avez 3 étages, papier quadrillé, même format, 30 par 24, stylo bleu, 1991. Et puis celui-ci, il est assez intéressant aussi parce que c'est un dessin où il compte les carreaux de la feuille. Donc ça s'appelle 1868 petits carreaux, et vous voyez régulièrement des chiffres qui apparaissent, et donc il a dû compter, et puis finalement dans cette case il est arrivé à tel numéro, puis à la fin 1868. Voilà un collage qui date de 92 et qui s'intitule Les lignes de métro classées par ordre numérique. Voilà, donc c'est tout simple, hein, mais c'est un reclassement, voilà. Donc la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, etc., découpée dans le plan de métro. Et puis ici, crayon de couleur et stylo bille pour un dessin de 92, c'est les couleurs classées par ordre de préférence. Encore une autre méthode de classement. Et puis ici, un collage qui est réalisé avec 120 photographies, et qui s'appelle 120 mains. Donc les photographies de mains avec des doigts découpés et recollés selon toutes les possibilités. Très important aussi concernant Kloski, ce sont les éditions, les livres, les auto-éditions, énormément d'éditions. Nous avons dans la collection 24 livres de Kloski, la plupart ayant été donnés par l'artiste. Donc ils sont soit auto-édités, soit quelquefois coédités avec une galerie, un centre d'art, et quelquefois ils sont à tirage limité, mais la plupart du temps pas. Donc
j'ai une liste des 24. Vous êtes prêts? Les 1000 premiers nombres classés par ordre alphabétique, 1989. 0% de matière grasse, 1991. De A à Z, 1991. Les 365 jours de l'année 1991 classés par ordre chronologique, 1991. Tagada et Turlututu, 1991. Les 365 jours de l'année 1991 classés par ordre de taille, 1991. Plus de 300 petits prix, 1991. 15 ongles, 1991. 7 portraits, 1991. Les 365 jours de l'année 1991 classés par ordre de taille, version anglaise, 1991. Tout ce que je peux faire, 1992. 3415 vendredi 13, 1992. Tout ce que je peux être, 1993. Tout ce que je peux avoir, 1994. Oser, 1994. 24 bases, 1994. 8560 nombres qui ne servent pas à donner l'heure, 1994. Profil de célibataire, 1995. Singles, 1995. Votre beauté, 1995. 100 photos qui ne sont pas des photos de chevaux, 1995. Marabout, 1996. Prédiction, 1996. Mon catalogue, 1999. Voilà, la liste des 24. On comprend bien qu'il s'agit de classer, d'organiser, de réorganiser, de pousser peut-être la logique de classement jusqu'à une certaine forme d'absurdité, ce en quoi on peut penser que, évidemment, Klossky est un héritier de l'art conceptuel, à savoir de cet art qui veut dépasser, aller au-delà de la logique. On en reparlera tout à l'heure au sujet des vidéos. Et puis donc, si je parle de Klossky maintenant, je parle aussi de Fauguet et je vais parler de Rullier parce qu'en réalité, ces trois artistes ont été réunis ensemble dans une exposition au Coopérateur entre octobre 93 et janvier 94. Et Rullier a aussi, au même moment ou presque, bénéficié d'une exposition dans la galerie du CAIE juste à côté, dans le quartier. Donc, dans cette même exposition, il y a aussi Richard Fauguet, donc un artiste qu'on connaît bien, qui est né en 63 et qui vit à Châteauroux. Fauguet a 106 œuvres dans 21 collections nationales et 21 œuvres au FRAC. Je vais juste vous montrer seulement deux images, puisqu'à l'époque, il n'y avait que 2 œuvres qui avaient été acquises. Donc, un ensemble de 12 dessins à l'encre de Chine sur calque, dont vous voyez ici un numéro, un exemplaire, qui date de 1988, c'est-à-dire le moment où il sort de l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, ou quasiment. Et puis, au moment de l'exposition, donc en 93, cette acquisition, sans titre. Donc ici, il a reconstitué une sorte de buffet avec son ornement et avec des matériaux en verre qu'on reconnaît. On reconnaît des assiettes, on reconnaît des pichets, on reconnaît, etc. Et puis des plaques de verre, bien sûr. Donc quelque chose qui finalement vient un petit peu nous proposer une sorte de relecture du vernaculaire, du quotidien, du folklorique. Enfin, c'est vraiment l'univers de Fauguet qui s'exprime ici, avec à chaque fois quand même des trouvailles plastiques tout à fait étonnantes. Il s'intéresse donc à la culture populaire, je viens de le dire, mais aussi au sport, au cinéma, à la littérature, à beaucoup de domaines. Et puis, du point de vue du graphisme, il travaille avec beaucoup de façons différentes, selon les époques, selon les périodes, bien sûr. Des tamponnages, donc il achète des tampons, il fait des dessins en multipliant les tampons, des frottages, un peu avec les méthodes un peu surréalistes, des caviardages, des découpes en vénilla. Puis aussi souvent en sculpture, on l'a vu utiliser des globes en verre, ou bien des opalines, ou bien ces fameux tuyaux de poêle qu'il aime beaucoup appeler de fumisterie. On peut dire que dans ses œuvres, il cherche toujours une forme de gag visuel par hybridation d'objets. Hein, comme on fait un jeu de mots, une bonne blague, des mots à double sens, etc. Bon, finalement, c'est un petit peu toujours ce qu'il cherche dans son travail. Donc d'autres œuvres seront acquises un peu plus tard. Bon, je résiste pas quand même au plaisir de vous montrer celle-ci, puisqu'elle est quand même fameuse, donc elle n'a pas de titre, c'est quand même la table de ping-pong, la partie de ping-pong, pardon. Et donc il s'agit pour lui ici de matérialiser le mouvement d'une partie de ping-pong sans les personnages, sans les joueurs, avec des vraies balles de ping-pong et puis des éléments métalliques qui permettent d'enfiler les balles un peu comme des colliers de perles, mais qui permettent aussi d'enfiler les balles selon certaines distances entre elles,
et donc de suggérer la vitesse plus ou moins grande de la trajectoire. Et c'est une œuvre d'ailleurs qui sera présentée, je crois, en 2000, si je me rappelle bien, au Centre d'art de Vassivière. Elle a été créée là-bas pour une exposition sur le thème du sport. Et donc le troisième artiste dans cette exposition, Jean-Jacques Rullier, né en 1962, diplômé de l'ENSBA, il était dans l'atelier de Boltanski et il vit à Paris. Il y a 55 œuvres de Rullier dans 12 collections nationales et nous en avons 2, et qui sont des œuvres monumentales et une troisième, pardon, nous avons 3, 2 œuvres monumentales et une plus petite. Ici, donc, cette œuvre s'appelle 25 x 6 plateaux. 150 plateaux qui ont été chinés, trouvés dans différents endroits, des brocantes, enfin, on imagine, et qui sont ici présentés sur le mur, mais selon une organisation bien précise. Ils vont être classés par motif parfois, par forme, par taille. Et effectivement, pour ne pas se tromper, l'œuvre, qui évidemment, lorsqu'elle n'est pas présentée, est stockée et prend beaucoup moins de place, s'accompagne d'un dessin mode d'emploi de l'installation qu'on peut présenter ou pas avec l'œuvre, mais enfin, en tout cas qui sert de repère pour la représenter exactement dans cette configuration. Vous voyez quand même que quand elle est présentée dans toute sa place, elle fait quand même 15 mètres de long, ce qui est quand même assez énorme. Je me rappelle qu'on a pu la présenter une seule fois au coopérateur et c'était quand même un petit peu étroit. Et puis cette autre œuvre de 1992 qui est aussi une chose tout à fait étonnante, donc 80 posters replacés, comme son titre le précise, ben voilà, c'est ça, ce sont des posters qui ont été acquis par l'artiste, ou trouvés, enfin bon, comme une collection, et qui sont organisés dans des pochettes d'un présentoir à posters, quelque chose qu'on voit d'abord souvent dans les boutiques touristiques, enfin bon voilà. Et donc les posters sont organisés de telle sorte que, bah, évidemment, ça raconte quelque chose qui est une histoire, à travers les formes, à travers les sujets abordés dans les posters, etc. Enfin, c'est vraiment une sorte de livre ouvert, et les visiteurs sont invités à tourner les pages de ce livre. Ces 2 œuvres monumentales ont été complétées par un don de l'artiste qui est un poster, enfin une affiche qui s'appelle Poisson d'eau douce, que j'aime particulièrement. Donc voilà, c'est juste un. Voilà. Mais c'est très typique de l'univers de cet artiste qui s'est fait connaître aussi beaucoup par ses dessins et par ses éditions de livres. Je n'ai pas retrouvé la date, mais je crois que c'était un peu avant le Covid. Il a eu une exposition d'ailleurs personnelle au Centre des livres d'artistes à Saint-Thierry-la-Perche. Ensuite, nous sommes au mois d'août et c'est 1994 et le FRA consacre une exposition rétrospective à Robert Cumming, l'artiste américain né en 1943 dans le Massachusetts. Il y a 9 œuvres dans les collections publiques françaises, à savoir 9 dans les collections du FRAC. Il n'y en a pas d'autres ailleurs. Donc nous seuls avons ces œuvres de cet artiste. Donc ici, une photographie de 1973, qui est tirée sur carton et qui est elle aussi légendée, et la légende, c'est en fait le titre, donc Ornamented Ladder with Aluminium Swallows, qui veut dire échelle ornée d'une hirondelle en aluminium. Voici un diptyque de la même période, 1974. Of 8 both dropped off the peak of the roof, 2 fell on the north side, 6 favored the east. Donc 8 balles ont été lancées depuis le haut du toit, 2 sont tombées sur le côté nord et 6 ont préféré l'est. Voilà, donc c'est l'enregistrement de la chute de ces balles qui a été saisi par l'artiste. Et puis voilà, Two Double Negatives de 1974, où finalement, là aussi, il s'agit d'une sorte de coïncidence, si j'ai bien lu, c'est-à-dire que l'artiste, en développant cette photo, qu'on voit au-dessus, il vient photographier une femme chez elle qui a été une ancienne danseuse de striptease, et il vient avec une assistante, voilà, une enseignante de son université. Et puis finalement, au moment de faire la prise de vue, il va se passer une chose très étrange, c'est-à-dire qu'il y a les 2 lettres qui se dessinent dans l'image, en fait, hein. Le N avec les jambes de la femme, et puis l'espèce de boa comme ça que l'autre personne tient, et puis le O qui s'affiche aussi. Donc en fait, il va juste souligner ce détail en y rajoutant du texte, et puis il va y joindre une autre photo où il va aussi
bricoler comme ça, entre guillemets, un peu de texte pour aller avec. Donc il est vraiment question chez lui aussi de rechercher des coïncidences visuelles et d'utiliser le langage dans l'image photographique. Je signale qu'il y a eu aussi plusieurs livres qui ont été acquis, parce que c'est aussi quelqu'un qui a édité beaucoup de livres. Ensuite, Bill Culbert, qui est un artiste d'origine lui aussi néo-zélandaise et qui s'est installé, il est né en 1935, il s'est installé à Londres en 1959, puis il a partagé son temps entre Londres et la France, puisqu'il s'est installé aussi à Saint-Saturnin-les-Aptes, dans le Luberon, en 1963. Suite à sa première exposition à Londres, à l'époque il était peintre, où il a tout vendu, il est parti, m'a-t-il raconté, avec sa 2 chevaux et sa femme, et ils sont installés dans une ruine dans le Luberon qu'il a retapé. Et à côté de la ruine, très près en tout cas, il y avait une décharge dans laquelle il a trouvé beaucoup d'objets usagés et qu'il a utilisés dans son travail de sculpture et de photographie. Il a représenté son pays natal, la Nouvelle-Zélande, à la Biennale de Venise en 2015 et il est décédé en 2019. C'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à la lumière, aussi bien en photographie, vous allez me dire, en photographie on s'intéresse à la lumière, mais aussi en sculpture. Ses recherches ont d'abord porté sur la camera obscura, puis les ombres portées, et puis ensuite, et ce pourquoi il s'est fait connaître, les objets en plastique usagés, traversés par la lumière, souvent des néons. Donc voilà une œuvre typique de cet artiste, hein, finalement, c'est une série de photographies rassemblées pour faire un petit peu unité, de chaises réparées, bricolées, improvisées, enfin voilà, toutes cadrées d'une manière assez précise pour fabriquer cette œuvre. Mais voilà ce pourquoi il est sans doute le plus connu, donc les objets en plastique traversés par la lumière, et ici donc une œuvre de 1987 qui est tout à fait représentative de sa manière de faire. C'est une œuvre compliquée pour nous à conserver maintenant, puisque les néons de ce type ne sont plus du tout fabriqués. Donc c'est un vrai problème. Et puis voici donc une autre œuvre très typique et qu'on a dû montrer il n'y a pas si longtemps aussi, qui est un peu à la jonction des deux au fond, hein, puisque là vous voyez ce sont des lampes tempête qui ont été installées dans une sorte de structure en cornière métallique, posées sur un mur et à un endroit bien précis qui va coïncider avec le coucher du soleil. Donc finalement, le coucher du soleil éclaire aussi la sculpture, enfin il y a une sorte d'effet comme ça, de double effet presque, qui est tout à fait typique de la recherche de Culbert. Ensuite, nous arrivons à Steven Pippin, artiste anglais, né en 1960, et qui est autant photographe que sculpteur, voire même installateur. L'exposition de Pippin au FRAC avait eu lieu du 27 avril au 1er juillet 1996, et donc il y a 13 œuvres de Pippin dans 4 collections en France, et il y en a 6 au FRAC Limousin, donc c'est vraiment important. Il travaille souvent, Pippin, avec un équipement photographique improvisé ou reconverti, et aussi avec des sculptures cinétiques basées sur des modèles physiques qui sont des métaphores des mécanismes sociaux. Je redis la phrase, c'est la T hein, qui donne cette appréciation de son travail. Je trouve ça étonnant, la formule. Des sculptures cinétiques basées sur des modèles physiques qui sont des métaphores des mécanismes sociaux. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a d'abord été formé comme ingénieur en mécanique avant d'étudier les beaux-arts. Et je signale aussi, et je commence par vous montrer cette œuvre de lui, puisque pour son exposition au Coopérateur, il allait transformer l'entièreté de la galerie en caméra obscura. Donc il avait fait réaliser une cloison à mi-chemin du parcours des coopérateurs, avec juste un petit trou dedans. Et puis sur le mur du fond, il avait installé un papier photosensible, et les espaces ont été allumés jour et nuit pendant 2 jours pour pouvoir enregistrer cette image qui apparaît sur cette photo, et qui s'appelle Cul de sac.
Donc c'est vraiment une sorte d'image fantôme un petit peu de ce lieu dans lequel l'exposition avait lieu. Mais il fait aussi donc des œuvres cinétiques basées sur des modèles physiques, à savoir ici donc Wow and Flutter. Donc c'est une sculpture motorisée, c'est-à-dire que le cône que vous voyez au centre, le cône inversé ici, la partie supérieure c'est en fait un anneau de vinyle, et l'autre partie de la sculpture c'est un bras avec un diamant qui lie cet anneau de vinyle, parce que le cône en question tourne sur lui-même. Donc c'est une sorte de platine disque un petit peu ridicule d'un côté, mais voilà, j'ai oublié de dire, la forme du cône évidemment sert de pavillon et d'amplificateur au son. Le son est transmis dans le métal et c'est l'objet lui-même qui amplifie le son. Et puis bon, ça c'est une œuvre aussi, enfin c'est un détail d'une œuvre assez connue aussi de Pipine, qui s'appelle la saga continue d'un photographe amateur. Et donc c'est un des 5 tirages de photos sur papier pour lequel il s'est servi des toilettes du train entre Londres et Brighton. Donc il s'est enfermé dans la cabine et a transformé la cabine en labo photo pour réaliser ces images. Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'est fait un petit peu connaître pour ça, pour utiliser des lieux ou des choses un peu inhabituelles. Il a fait une performance, je ne sais plus la date, mais qui est aussi très connue, où il a transformé plusieurs machines à laver dans une laverie à New York en appareil de prise de vue, et il est rentré dans la laverie sur un cheval. Et donc, les 5 machines ou les 6 machines ont enregistré la progression du cheval et de son cavalier dans la laverie, un peu là aussi sur les pas des premières chronophotographies, mais évidemment avec une dimension grotesque, humoristique, assez drôle, évidemment, en plus. Nous arrivons ensuite à John Currin, qui a eu une exposition au FRAC pendant l'été 1997. Je crois que c'est ça, ou 96 peut-être. Non, 96, pardon. 96. C'est un artiste aujourd'hui extrêmement connu, mais à l'époque, c'était sa première exposition dans une institution en France. Il avait juste je crois, une petite exposition dans une galerie à Paris peu de temps avant. Donc il est né en 1962 dans le Colorado. Il fait appel à des techniques classiques de peinture et puis son inspiration aussi bien chez les maîtres anciens de la Renaissance que dans la culture populaire, les motifs de pin-up, voire la pornographie, pour créer des œuvres ambiguës entre le beau et le grotesque, l'idéal et la caricature. Il ne cherche pas à critiquer les stéréotypes, mais préfère penser que ces œuvres sont des clichés. Un de mes collègues qui a écrit un petit peu sur son travail, Romain Thomas, pour ne pas le citer, parle de relecture artificielle, voire vulgaire, de la peinture classique. Et effectivement, cette exposition a permis d'acquérir 2 œuvres. Il faut savoir que dans les collections publiques françaises, il y a 5 tableaux de John Currin. Il y en a 2 au FRAC Poitou-Charentes, 2 au FRAC Artothèque Nouvelle-Aquitaine et 1 au Centre Pompidou. Voilà. Donc il y a très peu d'œuvres de cet artiste en France, alors que c'est une énorme vedette aujourd'hui. Donc vous voyez qu'ici, ce serait évidemment mieux d'en parler devant le tableau lui-même, mais il y a des choses quand même assez troublantes. C'est notamment la taille des yeux du personnage. Il a grandi exprès la taille des yeux du personnage parce qu'il s'est rendu compte que dans la culture populaire, notamment les dessins animés, les comics, etc., quand on agrandit les yeux des personnages, ils deviennent tout de suite beaucoup plus attendrissants. Donc ça, c'est vraiment un truc des illustrateurs, des dessinateurs, enfin voilà. Et puis, donc, le deuxième, qui effectivement, à l'époque, il n'y avait pas encore MeToo, et je pense qu'aujourd'hui, peut-être ce serait plus compliqué de présenter ça, mais enfin bon, voilà, ça existe. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'assez d'assez ambigu, et son travail a fait l'objet de beaucoup d'expositions partout dans le monde, invité dans les plus grands musées, invité aussi à sélectionner dans les musées classiques des œuvres pour lesquels il a beaucoup d'admiration, etc. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est très très connu aujourd'hui.
Alors ensuite, on avait déjà parlé la dernière fois, il me semble, de Paul Pouvreau, puisque Paul Pouvreau avait eu des œuvres, des photographies acquises assez tôt, avant les coopérateurs. Il a fait l'objet d'une exposition aux coopérateurs, en même temps qu'un autre artiste dont je vais parler rapidement aussi, qui s'appelle Joël Bartolomeo. Donc entre octobre 95 et janvier 96. Donc à cette époque, 2 nouvelles œuvres ont été acquises, 2 nouvelles œuvres de Paul Pouvreau, une série de 9 photos qui s'intitule donc Scènes de ménage, où il a mis et qui sont noir et blanc, pardon, et où il a mis en scène des objets de ménage, du coup, au sol, donc des balais, de la poussière, des pelles, enfin il y a tout un ensemble de variations comme ça, très simples. Et puis une deuxième œuvre qui est un diptyque qui date de 95, assez beau format, et qui s'appelle Asymétrie, puisqu'il y a 2 images qui confrontent un petit peu les lignes de force de cet empilement de chaises pour finalement s'approcher de quelque chose qui semble symétrique mais qui n'est en réalité pas du tout. Donc il y a vraiment un travail sur la manière dont les chaises sont organisées, leur ombre portée derrière, le travail de mise en scène, même si c'est avec des moyens très sommaires, est quelque chose qui intéresse beaucoup Paul Pouvreau. Et donc cette œuvre a été donnée à l'époque de l'exposition. Et puis donc un petit mot quand même sur Bartolomeo. Donc c'est un artiste né en 57 en Savoie et qui vit depuis pas mal d'années maintenant à Berlin. Il y a 11 œuvres de Bartolomeo dans 7 collections nationales, dont une au FRAC. Et là encore, problème de comptage me semble-t-il, puisque l'œuvre dont il est question, c'est un ensemble de 30 séquences vidéo autobiographiques filmées entre 91 et 95. Donc c'est une bande où il y a 30 films, bon, mais ça compte pour une. Voilà. Donc ça a été quelque chose quand même de très important. Et puis ensuite, on a vu une exposition de Joseph Grishdy, né en 56 et qui est devenu sourd à l'âge de 10 ans suite à un accident. Et finalement, depuis ce moment-là, c'est quelqu'un qui essaie d'explorer la question de la communication et du langage, en passant évidemment par l'écrit la plupart du temps. Il a commencé à montrer ses œuvres au début des années 90, qu'il appelait Conversation with the Hearing, donc des conversations avec le monde entendant. Et ces œuvres prennent souvent la forme de morceaux de papier épinglés au mur. Enfin, c'est vraiment comme des messages épinglés comme ça, et qui sont des messages entre l'artiste et des personnes qu'il a pu rencontrer. Je vais vous dire un petit mot aussi de Michel François. C'est un artiste qui a eu aussi donc une grande exposition personnelle pendant l'été 96. Il a 162 œuvres dans 14 collections en France et il y en a 9 au FRAC Artothèque. Donc il est né en 1956, il vit à Bruxelles et il utilise une grande diversité de médiums dans son œuvre, en termes de sculpture notamment, et il passe d'un genre à l'autre. Dans les années 80, il a réalisé des œuvres qui explore les fondamentaux de la sculpture, positif, négatif, vide, plein, penché debout, souple, dur, modelé, pas modelé. Donc il y a 2 sculptures dans les collections et un ensemble de photographies noir et blanc et aussi un film. Mais je voudrais arriver maintenant à Martina Balea, dont on a déjà un petit peu parlé. Je vous avais montré, je crois, la dernière fois, ses photographies légendées et colorisées. Donc elle a 60 œuvres dans 13 collections et 8 appartiennent au FRAC et 4 à l'Artothèque. Donc lors de cette exposition, 2 sculptures vont entrer en collection. D'abord Jardin fantôme, c'est une sculpture réalisée avec de la grille de jardin, voilà, et une plaque émaillée où le texte apparaît un petit peu comme ça, comme une légende, comme un cartel presque, et donne accès à un espace comme ça, clos, enfin presque clos, qui fait évidemment penser beaucoup à l'art funéraire. On sait que Martina Balea, de temps en temps, elle aime bien aller du côté du gothique et des choses un peu comme ça. Et puis surtout, cette autre œuvre qui a été produite à cette occasion, donc, qui est Garden Party, donc un service AT de 27 éléments qui a été commandé à l'artiste à cette époque et coproduit avec le Craft. C'est donc ces éléments en porcelaine forme conte d'Artois ont été réalisés à l'ancienne manufacture royale d'Aix-sur-Vienne. Et sur chaque élément du service, sur chacun des 27 éléments, l'artiste a disposé des mots imprimés en chromo or mat,
avec une typographie bien précise. Ce sont des caractères typographiques redessinés à partir d'alphabets taillés dans les os par des prisonniers de guerre français au cours des campagnes napoléoniennes. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque terme chaque mot utilisé par Abbalea existe aussi bien en anglais qu'en français. Ça va faire plaisir à Mike. Autant dire que le service à thé est une sorte de poème qui se renouvelle au gré de l'utilisation de l'œuvre, de sa présentation, je voudrais dire, parce que souvent, évidemment, cette œuvre, elle est présentée sous une vitrine, etc. Mais à chaque fois, évidemment, on peut associer une soucoupe, une tasse, échanger, etc. On avait fait il y a quelques années un portrait filmé de Martine Abbalea au musée de Guéret, et à cette occasion, on avait activé le service à thé, on avait fait du thé, on avait bu le thé, et fait comme ça un petit cérémonial du thé qui était tout à fait amusant. Cette dimension de nourriture, cette dimension d'ingestion, elle est vraiment récurrente dans le travail de cet artiste qui a fait beaucoup de choses à manger, à boire, des parfums, des œuvres avec des gaufrettes à message, des bonbons, enfin, des boîtes de conserve de nourriture avec des étiquettes. Enfin, c'est vraiment un élément qui vient souvent dans son travail. Donc c'est vraiment pour ça une œuvre vraiment emblématique. Ensuite, donc, une deuxième exposition de William Wegman, qui a lieu donc au coopérateur et qui est uniquement consacré au dessin de Wegman. On a vu la partie photographe, je vous ai dit il a été connu comme vidéaste, il n'y a pas eu de vidéo de montrer, mais là l'exposition s'est concentrée sur les dessins. Et donc il y a eu 7 dessins qui ont été acquis cette année-là. Donc vous voyez par exemple Ages of Man, je ne sais pas si vous arrivez à distinguer. Bon, en fait, on va de l'enfance jusqu'à la mort, mais par palier, comme ça, par étage. Ça commence bébé, et puis enfant, et puis ado, et puis adulte, et puis etc., etc. Et plus ça va, plus on descend l'escalier. C'est une formule. Et puis ici, le Based Note Workshop aussi, qui est aussi très intéressant. Donc là, effectivement, c'est une sorte d'atelier d'artistes comme ça, mais qui est aussi en sous-sol, enfin voilà, qui est décrit à l'aquarelle. Et puis ça, c'est une chose plus récente, enfin, on va dire dernière manière un petit peu de Wegman. Ce sont 2 cartes postales collées et retouchées de manière à former une scène. Donc c'est assez drôle parce que finalement, on a l'impression qu'on rentre dans la vie des animaux juste par ce petit stratagème assez simple. Alors ensuite, une monographie consacrée à Elmar Trengwalder, qui a 18 œuvres dans 9 collections publiques françaises, dont 4 au FRAC. Il est né en 1959 et il vit à Innsbruck, et son principal médium est la céramique émaillée. Il associe des éléments, en général des éléments organiques, et des éléments corporels, et des éléments architecturaux. Les éléments qui composent ces œuvres sont clairement identifiables lorsqu'ils sont pris séparément. On reconnaît des éléments floraux, des éléments sexuels, des éléments ornementaux, mais leur somme échappe à toute classification. J'ai trouvé, en faisant des recherches, une approche du travail de Trengwalder qui est assez intéressante, où quelqu'un propose de dire que Trengwalder est un artiste visionnaire dans l'acception qu'en donne Carl Gustav Jung, à savoir un artiste qui puise sa matière et son inspiration dans les profondeurs abyssales de la vie psychique, dans la sphère de l'obscur, du démoniaque et du grotesque. Ce type d'artiste serait capable de donner une forme aux besoins profonds et refoulés des hommes par ses créations et leur symbolique à la fois compréhensible et universelle. Ça, c'est la définition de l'artiste visionnaire par Jung. Évidemment, quand on voit son œuvre, on pense autant au maniérisme, au baroque, à l'art nouveau, à Gaudi, au facteur cheval, voire même à l'art brut. Donc tout ça est un petit peu, fait partie de ses ressources. Donc ça, c'est une œuvre ancienne qui est en dépôt au musée du Boucher, que vous avez peut-être déjà vu. Donc une espèce de personnage architectural qui serait peut-être une sorte de, je sais pas, de dieu de la plomberie, ou je sais pas trop. Ici, c'est une œuvre qui, à l'époque, avait été commandée à l'artiste et réalisée au Craft. Donc elle n'a
pas de titre, mais là on reconnaît certains éléments décoratifs, un petit peu sexuels, mais plutôt organiques quand même, et puis une tête comme ça, une sorte de... Et puis un personnage sur la tête, hein, encore. Et puis là, c'est l'étude en porcelaine faite à cette occasion, hein, donc qu'on a aussi. Et puis un dessin préparatoire qui a été donné par l'artiste à la même époque. Donc c'est aussi un artiste qui a une grande notoriété en Autriche, qu'on a eu l'occasion de voir pas mal de fois aussi en France, et qui fait vraiment partie des artistes clairement identifiés depuis déjà de nombreuses années. Ensuite, on arrive à Hubert Duprat, qui a eu donc une exposition monographique au FRAC juste après. Et il est né en 1957, il vit à Claret. Il y a 48 œuvres de Duprat dans 19 collections françaises, dont 2 que vous voyez ici au FRAC. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a d'abord été instituteur, et puis il a commencé à travailler notamment autour de la photographie et de ses fondamentaux, un peu à la suite de Nicéphore Niepce. Il a notamment transformé son atelier en sténopée pour une série très très fameuse qui s'appelle La montée des images. Donc il a enregistré en fait l'extérieur qui est venu à l'envers sur le mur de son atelier, et avec une pause, un temps d'enregistrement très très long, le bleu du ciel est arrivé dans le sténopée. Et puis ensuite, il faut savoir aussi que c'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de domaines. Peut-être sa formation initiale, un peu généraliste d'instituteur, lui fait s'intéresser aussi bien aux sciences naturelles qu'à l'archéologie, la littérature, l'optique, la philosophie, l'histoire des techniques, pour élaborer des sculptures qui utilisent des savoir-faire très différents, très divers. Par exemple, une des œuvres pour lesquelles il est le plus connu, c'est de faire réaliser des assemblages de pierres et d'or par des larves d'insectes, par des petits porte-bois dans des aquariums. Et puis donc ici, ce sont 2 coupées clouées qui sont restées en collection et qui sont des troncs de hêtre secs, à peu près secs, pas complètement secs à l'époque, enfin bon, et qui sont entièrement recouverts de clous de tapissier. Ensuite, donc, une nouvelle exposition de Claude Kloski, une deuxième aussi, et là, pendant l'été 99, et qui ne va être consacrée qu'à des œuvres sous forme de diaporama et à des vidéos. Et donc, un ensemble de 9 vidéos intègre les collections. Ce sont des vidéos plutôt basées sur le montage, un petit peu comme le reste de son travail, au demeurant. Et donc, c'est des choses qui vont commencer à peu près en 1993-94. Donc ici, mes 20 minutes préférées. Donc vous voyez, ça dure 20 minutes. Et puis bah, c'est juste des images de montres, un peu comme le film de Christian Barclay, hein, mais de manière vraiment beaucoup plus domestique. Voilà. Ici, donc, double 6, qui date de 1994. Ici, 5 francs, qui date aussi de 1994. Ici, 10 ongles à couper. On s'aperçoit que c'est une thématique qui revient. Hein. Vous vous rappelez des doigts découpés. Et puis ici, 200 bouches à nourrir. Donc, 30 secondes, 6 boucles de 5... 30 minutes, pardon, 6 boucles de 5 minutes. Exemplaire numéro 1. Et puis ici, Pruneau d'Agen, 1994. Donc là, c'est des images directement tirées de publicité pour les shampoings et extraites du contexte publicitaire. Ça devient vraiment des choses tout à fait étranges. Ici, une très fameuse, très connue, qui a été présentée bien souvent, c'est Braoul, avec 3 R et 2 L, et qui est une compilation d'images d'explosions tirées de films américains surtout, mais pas que. Voilà, des scènes d'explosion comme ça à la chaîne. Et puis ici, c'est probablement une de mes préférées, c'est Blanc, Rouge, Gris, Bordeaux, Gris métallisé noir de 1995. C'est un exemplaire unique. Voilà, et donc c'est une image en plan fixe au-dessus d'un pont d'autoroute et qui filme les voitures qui passent. Et effectivement, un peu comme quand on s'ennuyait, quand on était en vacances avec nos parents à l'arrière de la voiture, ben, on ne sait plus trop quoi faire au moment, donc on compte les voitures, on regarde les voitures qui passent, on compte les plaques minéralogiques, c'est ce type de jeu comme ça un peu vain peut-être.
pour faire passer le temps. Et puis celle-ci qui est tout à fait drôle aussi, qui est celle des objets se déplaçant de gauche à droite, où là il y a un léger trucage en réalité, parce que bon, c'est filmé de manière bien précise, mais sur un plan qui est évidemment incliné. Donc le fait de l'avoir filmé parallèlement au plan permet de redresser l'image et du coup de donner la sensation de glissement. Alors ensuite, nous arrivons à Alan Ruppersberg. Alan Ruppersberg, livre en tout genre, octobre-novembre 1999. Il y a 38 œuvres de Ruppersberg dans 10 collections et il y en a 8 au Fra-Cartothèque. C'est un artiste né en 1944 à Cleveland et qui vit entre New York et Santa Monica. Il a d'abord étudié le graphisme à Los Angeles au début des années 60, puis la peinture dans le contexte de l'expressionnisme abstrait. Il a commencé à se constituer une collection de livres rares, par exemple les écrits de Lautréamont, ou bien toute la collection de romans policiers de Raymond Chandler, ou bien des livres de magie bon marché, de la littérature érotique populaire, des cartes postales, des affiches, des magazines, des coupures de presse, des films documentaires et scientifiques. Un appareil documentaire dans lequel l'artiste puise ses sujets. Donc ici, c'est une œuvre qui s'intitule Self-Portrait and Sculpture, qui a 2 dates, 85-92, parce qu'en réalité, c'est la réunion de 2 œuvres préexistantes. La première, c'était Self-Portrait and Sculpture, qui date de 1974, et ça, c'était donc le carton avec des feuilles de papier, et chaque feuille de papier, c'est le profil de l'artiste, de Ruppersberg, qui est découpé dedans. Donc le carton est rempli de feuilles de papier. Et les têtes coupées en ciment de 1985. Donc l'artiste a décidé de les réunir en une seule œuvre en 92 et elle a été acquise. C'est aussi un artiste qui a beaucoup édité de livres, auto-édité des livres, et donc il y en a un certain nombre aussi qui ont été acquis pour la collection. Et puis aussi, à un moment donné de son travail, il y a une chose qui est apparue assez fortement sur la scène de l'art le concernant. Ce sont des dessins de livres qu'il a particulièrement appréciés. Donc il les dessine avec un très grand soin, et les livres deviennent des objets de vénération presque par le dessin, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment particulièrement mis en avant. Et puis ensuite, donc, cette œuvre de 73 fait aussi partie de la collection. Donc ça, c'est ce qu'on appelait à l'époque le phototexte, enfin beaucoup d'artistes qui essayaient de réinventer un petit peu la narration par un système de texte et d'images un peu différent. Et donc là, c'est un ensemble de 20 photos couleurs et de textes dactylographiés sur du papier à lettres. Et donc, on suit une sorte de film, si l'on veut, hein, séquence par séquence, comme ça, avec la légende. Donc c'est vraiment une sorte de cinéma rudimentaire, très rudimentaire, mais finalement assez efficace et tout à fait drôle, tout à fait improbable. Ensuite, Giuseppe Gabellone, jeune artiste italien né en 73 à Brindisi qui vit à Paris. Il y a 5 œuvres de Gabellone dans les collections publiques, une au CNAP, une au Centre Pompidou et 3 au Fra-Cartothèque. Donc il s'est fait lui beaucoup remarquer pour son utilisation de la photographie pour enregistrer des installations éphémères dans des espaces divers et variés, parfois dans la rue, et des interventions toutes destinées à être photographiées à la chambre avant de disparaître, avant d'être détruites. Donc c'est un chemin assez particulier. Vous voyez quand même la taille de cette image, hein, c'est quand même pas tout petit, 1,50 m par 1,90 m, c'est quand même des grands formats, qui vont pratiquement restituer la taille de cette fontaine en terre crue qu'il avait installée dans un hangar ou que sais-je. L'autre est encore plus spectaculaire parce que c'est une intervention faite dans la ville, à l'extérieur, où un bidon et une voiture sont en quelque sorte englobés dans une nouvelle structure architecturale qui fait un petit peu penser au style Eiffel, au futur Fra-Cartothèque peut-être. Enfin, on aura l'occasion de la voir sûrement là-bas. Donc c'est vraiment un positionnement très particulier puisqu'au fond, c'est beaucoup de travail pour une image. Alors on pourrait dire, bah oui, c'est un petit peu ce que fait par exemple Georges Rousse, qui finalement, lui, va aller dans des lieux qui vont être aménagés, détruits, etc., choisir un point de vue, réaliser un dessin, une peinture, le photographier, et puis ensuite, le lieu change, il est transformé, que sais-je. Ou ce qu'avait fait à une époque aussi Felice Varini. L'ensemble de ce travail fait à l'échelle de ce morceau de ville, comme ça, bah, finalement, c'est juste pour une photo.
Donc il y a un autre artiste avec lequel on pourrait un petit peu aussi l'associer ou le comparer, c'est Thomas Demande, ce photographe allemand qui a une grande rétrospective en ce moment au Jeu de Paume à Paris, qui est assez extraordinaire, qui lui fabrique des maquettes en papier, en carton, en papier coloré, à partir d'images qu'il a déjà vues, qu'il trouve dans les journaux, dans les magazines, etc. Il reconstitue en 3 dimensions, en papier, la maquette de cette image, la photographie, détruit la maquette, ne garde que l'image. Donc c'est un peu la même méthode. Sauf que Gabellon ne va pas faire que ça. Ça, c'est un petit peu ses premières armes. Et ensuite, il va aller dans d'autres directions. Je crois que j'avais l'image, mais enfin, je vous la montrerai plus tard. Il y a eu une autre œuvre acquise après, en 2004. Et pour ce soir, pour les monographies, je vais terminer avec celle d'Erwin Wurm. Erwin Wurm, qui donc a eu cette exposition fin 99. Donc c'est un artiste autrichien, né en 1954. Il a 51 œuvres dans 10 collections, dont 2 au FRAC. Les 2 étant là aussi donc, un petit peu relatifs, puisque une des 2, c'est One Man Sculpture, à savoir un ensemble de 48 photos couleurs. Donc on pourrait compter 48 numéro 1, plutôt qu'une. Donc les One Man Sculptures, ce sont des situations jouées par des assistants après que l'artiste les ait jouées lui-même, et qu'il ait consigné ce jeu sous forme d'instruction, quelquefois graphique, quelquefois écrite, et qu'il redonne à jouer, à interpréter par d'autres personnes, donc des personnes qu'il connaît moins, etc. Et effectivement, ces postures, ces situations, ces gestes doivent durer 1 minute, le temps de faire la prise de vue. C'est pour ça que ça s'appelle sculpture d'1 minute. Donc évidemment, ça donne des choses assez étonnantes, des choses un petit peu incongrues, un peu bizarres. Cette jeune fille qui se met sur le dos pour porter sur les pieds des verres, ou je ne sais pas trop quoi, enfin bon, voilà, juste pour tenir comme ça. Donc une sorte de numéro d'acrobate, de danse, de chorégraphie peut-être parfois, mais qui fait aussi beaucoup penser au burlesque, au comique, de situation. Quand on voit quelqu'un se casser la figure, souvent on a envie de sourire, même si la personne, voilà. Bon, c'est un peu ça, mais qui est provoqué en quelque sorte par l'artiste. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va avoir un énorme succès avec ces séries-là. Autant qu'il me semble, ces One Minute Sculptures, on les a vus pour la première fois en France peu de temps avant, au printemps de septembre, qui à l'époque se déroulait pas encore à Toulouse, mais à Cahors. Et ça a fait un tabac, parce que évidemment, ça réconcilie la sculpture, la performance. L'histoire de l'art en Autriche, elle est effectivement chargée du point de vue de la performance de beaucoup de choses un petit peu dures, d'après-guerre et tout ça. Là, tout d'un coup, c'était une sorte de vent de liberté qui soufflait dans le domaine et qui lui a valu un très grand succès. Et puis ensuite, on l'a vu commencer à gonfler des objets, à gonfler des maisons, à gonfler des voitures, à modifier des objets, à la croisière. J'allais dire la croisière s'amuse, à la croisière à Nantes, là, comment ça s'appelle. Il y a par exemple un petit bateau, un petit voilier qui franchit une écluse, et franchissant l'écluse, il prend la forme qu'il faut, c'est-à-dire on a l'impression qu'il sort d'un dessin animé, il est devenu mou, enfin arrondi. Au musée d'art contemporain de Lyon, il y a aussi un petit pick-up, un petit camion pick-up, qui a les roues arrière sur le sol et les roues avant sur le mur. Donc il a une forme, il est d'équerre, juste comme s'il était en train de grimper sur le mur de lui-même. Enfin, c'est tout à fait étonnant. Et puis il y en a donc une autre dans cette série d'œuvres de Wurm qui est aussi très intéressante, c'est celle-ci, dont on voit un détail, puisque c'est un ensemble de 12 images réunies sous un même cadre, et qui s'appelle Sculptures with a Box. Et là, donc, ce sont 12 possibilités de jeu avec un socle. Donc voilà, une des plus simples, c'est de se mettre dedans et de marcher, mais on ne voit pas où on va. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce soir. Donc je veux juste, en conclusion, vous redire que finalement, je crois qu'il y a de manière assez nette un goût important de mon prédécesseur Frédéric Paul pour la photographie dans des acceptions assez différentes, aussi bien du point de vue conceptuel, dans la mesure où l'approche conceptuelle de la photographie dépasserait la logique,
peut-être en référence aux travaux de Douglas Hugler qu'on a vus. L'humour comme une mise à distance aussi de l'art conceptuel, notamment par William Wegman, par exemple, qui prend un petit peu le contre-pied. Une approche expérimentale de la photographie. On a vu des exemples avec Richard Monnier. On n'a pas vu Michel François, mais on aurait pu le mettre là aussi. Voire peut-être un peu scientifique parfois de la photographie. Je pense également à Pipine. Et puis la mise en scène photographique, ce qu'on appelle stage photography, où là on a quand même pas mal d'artistes qui ont travaillé dans cette direction. Les relations de la photographie à la sculpture, on vient de voir Gabellon, on vient de voir Wurm et ses sculptures et performances. Et puis il y a bien sûr aussi un tropisme peut-être lié à l'édition, au livre, puisqu'on a vu que aussi bien Ruppersberg, Wegman, Cumming que Hugler sont tous des artistes qui ont édité des livres comme une manière de diffuser leur travail. Je m'arrête là pour ce soir, je suis à disposition pour des questions si vous en avez, et je vous proposerai 3 épisodes pour la suite, à partir de la rentrée, octobre, je ne sais pas, enfin, on vous communiquera les dates. On espère que ce sera dans cette salle, mais en attendant l'ouverture de notre lieu. Je vous remercie.